non. En réalité, quand on s'engage dans ce combat, on sait quel est le prix à payer. Honneur! Gloire! Dignité! Pouvoir! Victoire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Vous êtes de nos jours l'ennemi, je pèse mes mots, de plusieurs sensibilités occidentales et même de certaines capitales africaines. En France, par exemple, vous n'avez plus le droit de séjour. Est-ce que vous arrivez d'avoir peur pour votre vie? Ça peut sembler bizarre, mais non. En réalité, quand on s'engage dans ce combat, on sait quel est le prix à payer. Je veux dire, les Thomas Sankara, les Lumumba, les Moumié, les Ben Oumniobé nous montrent quel est le mode opératoire de ceux qui y vont. Mais mes rêves sont beaucoup plus grands que mes peurs en ce qui concerne l'Afrique. Alors naturellement, je ne suis pas écervelée, je prends des dispositions, on essaye d'avoir des mesures de sécurité, de ne pas accélérer notre départ ou de ne pas leur faciliter la tâche en ce qui nous concerne. Mais bon, je me dis que notre meilleure protection, c'est l'ampleur que prend notre combat. Si ils ne sont pas trop limités intellectuellement, ils vont bien finir par se rendre compte qu'un jour, que éliminer une Nathalie Yamb, c'est aussi vaincre, éliminer un Thomas Sankara, puisque tant que vous avez éliminé Sankara, nous voici en 2025. Sankara est plus présent que jamais. Le capitaine Traoré est là, plus déterminé que jamais, le peuple burkinabé est là, plus engagé que jamais, les populations africaines sont là, plus conscientes que jamais, et même au niveau mondial, les populations de par le monde constatent plus que jamais la justesse du combat qui est mené par le Burkina et l'AES. Donc plus on est nombreux, plus des individualités comme moi sont en sécurité, parce que peut-être qu'à un moment ou un autre, ils reconnaîtront que éliminer Nathalie Yamb n'arrêtera pas la marche du train de l'émancipation dans lequel nous sommes engagés. Je dois cependant ajouter que l'interdiction d'aller en France ne me fait ni chaud ni froid, je n'y allais jamais. C'est comme si on interdit à un imam d'aller au Vatican, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ce qui me touche plus, c'est quand des pays africains m'interdisent d'aller chez eux, parce que, comme je l'ai dit, je me sens chez moi partout en Afrique. Et quand j'ai des pays comme le Ghana, sous Akufo-Addo, qui m'interdisent subitement d'aller chez eux, alors que j'ai vécu au Ghana pendant de longues années, ça me touche un peu plus. Bon, lui est passé, je suis restée. Aujourd'hui, le Ghana m'est ouvert, donc voilà. Donc, on va dire que votre énergie, vous la puisez dans le soutien populaire. Surtout dans le soutien nous donne du carburant, mais je suis convaincue que notre combat est juste et qu'il est nécessaire. Les Africains sont des humains comme les autres. Il n'y a aucune raison que des pays qui étaient par exemple à niveau égal dans les années 60, comme les pays arabes, et puis nous, eux aujourd'hui soient dans une opulence et un bien-être dont nous ne pouvons que rêver, alors que nous partons avec les mêmes conditions et peut-être même parfois des conditions plus avantageuses chez nous. Et je suis bien consciente que le problème a deux phases. Il y a les adversaires externes, mais il y a aussi les adversaires internes. Et il faut qu'on travaille sur ces deux branches à la fois si on veut rattraper le retard qu'on a avec les autres et surtout vivre dignement dans le confort, comme nous y avons droit. On ne peut avoir la réalisation de nos aspirations que si nous sommes unis. Le combat qui est fait aujourd'hui au Burkina Faso ne pourrait pas être fait dans cette ampleur s'il n'y avait pas le Mali et le Niger qui donnent de la force et qui renforcent. Et là, c'est ces trois pays qui forment un triptyque, un trépied, mais il va falloir que d'autres pays nous rejoignent dans ce combat et que ça s'élargisse. À ce moment-là, l'Afrique prendra toute sa place dans la marche du monde, à la table des négociations d'un nouvel ordre mondial. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'on va décrire les dangers, les pièges et déterminer les aspirations et proposer des voies et moyens pour y parvenir. Pour parler tantôt de l'AES, on sait que vous êtes un fervent soutien du président Traoré et de ses frères de l'AES. Oui. Quelles sont vos motivations? Vous savez, je suis dans ce combat depuis plus de 25 ans. Donc j'ai prêché ce qui est en train de se réaliser à l'époque.
Et aujourd'hui, grâce au président Traoré, au président Tiani, au président Goïta, il y a une concrétisation de ce que nous prêchions. Donc c'est une fierté et c'est aussi de la reconnaissance parce qu'aujourd'hui, nous on a essayé de travailler à l'éveil des consciences, mais une fois que vous éveillez les consciences, que vous parlez de là où on devrait arriver, que vous parlez du rêve, que vous parlez des aspirations, il faut que les gens les mettent en œuvre. Et généralement, ces gens doivent être à la tête de nos États. Et aujourd'hui, d'avoir des patriotes qui sont à la tête de nos États, je crois que c'est une bénédiction, une fierté et une opportunité que l'on ne doit pas rater. Donc tout le soutien, ils ont tout mon soutien. D'abord parce qu'on est dans le même combat et ensuite parce que leur échec nous ramènera trop loin en arrière. Ça nous prendra peut-être 400 ans pour revenir là. On ne peut pas ni souhaiter leur échec ni travailler à leur échec. Il faut les soutenir coûte que coûte parce que c'est notre destinée commune à chacun d'entre nous et à celle de nos enfants qui sont en jeu dans ce combat. D'accord. Quel peut être l'apport de la culture dans cette lutte d'émancipation? C'est essentiel, il faut se connaître, il faut avoir ses racines. Vous savez, l'assaut qui a été mené contre les pays d'Afrique était aussi culturel. Je veux dire, on conditionne des prêts, des financements à l'adoption de pratiques, de cultures qui ne sont pas les nôtres. On veut s'envoler vers le progrès, mais ceux qui s'envolent le mieux sont ceux qui ont des racines profondes où ils savent d'où revenir. C'est extrêmement important, la culture c'est la base et c'est pour ça qu'il faut revoir nos programmes scolaires, il faut que les parents aussi jouent pleinement leur rôle parce qu'on a tendance à penser que c'est l'école qui doit gérer toute cette partie-là. L'école instruit, les parents et la société éduquent et toutes les questions structurelles doivent se transmettre, il faut travailler à la transmission, à l'ancrage, il faut d'abord qu'on les connaisse. Vous savez, aujourd'hui, j'en profite pour le dire, mais on dit souvent à quelqu'un, oh, mais toi, tu portes un costume cravate, tu n'es pas panafricain. Mais le panafricanisme, c'est pas le costume cravate, le panafricanisme, c'est l'intégration des pays. L'africanité, c'est le port du costume. Donc, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on se réapproprie nos cultures. C'est d'ailleurs pour ça même que le rapatriement de nos patrimoines kidnappés dans leurs musées et leurs collections privées là est essentiel. Parce que certains de ces artefacts qu'on présente comme des objets d'art sont en fait des objets culturels et cultuels même parfois qui ont leur rôle à jouer dans nos sociétés. Non, c'est un élément, il y a plusieurs piliers de la souveraineté. La souveraineté culturelle est un maillon essentiel.